C'est quand le même. combienième art, la BD? Le 9e, parce que souvent considéré, la télé comme le 8e. Et c'est pas vraiment très. Oui, c'est pas important. Oui, mais Non, mais c'est pas que oui, non, ajouter à chaque fois des arts, etc., c'est pas forcément très, il me semble, je sais, logique c'est par juste, rapport à. ça m'interrogeait, c'est tout. Oui. J'avoue, je sais que le premier art est l'architecture, donc à Oui, partir de voilà. là, Étonnant! voilà, tout va bien. Et que voilà, 7e, et ouais, ça doit être 9e. Et je crois que le jeu vidéo, c'est le 10e art, du coup, on avait dit. Souvent considéré comme le 10e art, oui. Ouais, c'est ça, il me semblait. Bon, on t'a déjà pris 1 minute, mon cher Quentin. C'est pas grave. Donc, le cinéma. Le cinéma. Voilà. Que dire du cinéma? Grand Que dire du cinéma. cinéma? Il y a beaucoup de choses à dire sur le cinéma, mais aujourd'hui, je peux mettre la première diapositive, Mathis, s'il te plaît. On va vraiment se concentrer sur un auteur, en fait, de cinéma. Moi, je tiens, à qui je voue un amour passionnel. Voilà, pas de souci. Qui s'appelle Luchino Visconti. Et oui, c'est un Italien et Ah, je croyais qu'il était allemand. non, Luchino Ah ouais. Visconti est un Moi, Italien argentin. Mais, non. Et les Italiens aujourd'hui, on connaît pas trop l'Italie actuellement pour son cinéma. Alors que fut un temps, peut-être pour Sergio Leone et ses western spaghetti. Je vais peut-être faire bouger Florent dans le chat là. Mais oui, malheureusement, le cinéma italien est très peu connu aujourd'hui, mais à une époque, particulièrement dans les années 60, 50, avec potes de Visconti, Sergio Leone, etc., ouais, c'était peut-être le cinéma le plus important sur la planète, qui avait le plus de rayonnement, qui était, je ne vais pas dire le meilleur, mais qui avait vraiment et tu sais une pourquoi grande ça en qualité. a plus avec les genre du fait qu'ils aient plus du cinéma Je, main, je, je, enfin, je pense que c'est parce que les Américains ont pris, on va dire, ouais, on peut manger, l'hégémonie. ouais. Ouais, comme aujourd'hui, par exemple, on connaît très peu le cinéma français. Nous, on le connaît parce qu'on est français, les sorties qu'il y a, mais les sorties italiennes, il y a sûrement de très bons films qui sortent, mais malheureusement, on les voit pas parce qu'on n'est pas italien. Et alors que, par exemple, les sorties américaines, et ben là, le cinéma français actuellement est inondé de merde américaine. Ok, bon, voilà. T'as réveillé le Mais Que de Fofo, la merde, mais c'est ça. il y a une grande majorité quand même. Il y a de bons films, il y a des. Mais voilà. Donc le cinéma français est très. Nous, on le connaît bien, mais le cinéma italien, on le connaît très peu aujourd'hui. Bon, moi, je veux parler du cinéma italien de cette époque, donc on va dire 50, 60, 70, grâce à Luchino Visconti. Et moi, ce que je veux faire, c'est une introduction à son cinéma. Je ne vais pas vous parler de toute sa période, tout ce qu'il a fait. Je vais un peu rapidement parler de sa vie, rapidement parler de ce qu'il a, de ce qu'il a permis au cinéma italien, au cinéma mondial. Mais je vais pas m'attarder sur tous ses films. C'est surtout ça que je veux dire. Ouais, t'auras Donc pas le temps. Visconti, voilà, déjà, et ça prendrait des plombes, ça vous ferait chier, ça me ferait chier, voilà. Oh. On va voir ce qu'on va faire, mais premièrement, on va parler un peu de Visconti. Alors, ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'il est né au début du XXe siècle, voilà, dans une famille noble, de la grande noblesse milanaise. Voilà, les Visconti, si on cherche, on peut voir, On remonte très. chercher, Oui. Ah oui, on bah peut, oui, parce que c'est les ducs de c'est ça, Milan. Ah oui, c'est donc ça. oui. On peut, voilà, on peut remonter jusqu'à très loin. Donc Visconti, c'est euh, l'un des fils, des nombreux fils d'un duc milanais et d'une héritière d'un riche bourgeois. Ce qui est important pour Visconti, c'est que déjà très jeune, il est passionné par le cinéma, pardon, pas par le cinéma, par le théâtre et l'opéra. Et très rapidement, il va se faire un nom dans le cinéma, pas italien, mais français, parce qu'il va travailler aux côtés de Jean Renoir sur certains de ses films. Là, Jean Renoir, qui est un grand réalisateur français d'avant-guerre. Et Visconti, il va vraiment être très imprégné par le réalisme des films de Renoir, ce qui va lui permettre de créer, ce qu'on verra plus tard, un mouvement cinématographique propre à l'Italie.
Et aussi, Visconti, il est, grâce à Renoir, très marqué par une chose, parce que, comme je vous ai dit, c'est un riche héritier noble de la noblesse italienne. Et pourtant, il va être marqué par l'idéologie politique de son compagnon Renoir et devenir un fervent défenseur de la doctrine communiste. Ce qui va l'aider à passer à la diapo suivante, Mathis, s'il te plaît. Ce qui va l'aider à fonder un mouvement cinématographique qui s'appelle le néo-réalisme italien. Voilà. Mais C'est dis-moi, avec c'est son... quoi le néoréalisme? Le néo-réalisme italien, c'est un mouvement cinématographique italien qui naît pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le premier film de Visconti qui s'appelle Ossessione. Alors je ne sais pas le prononcer, mais on va dire le titre français c'est Les Amants diaboliques. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'image de fond de cette diapo. Noir et blanc. En noir et Oui, blanc, bah voilà. oui. Ça Je suis permet con, à en l'époque, gros, c'est noir et blanc. oui, Vous n'avez pas encore inventé la couleur? et non, et non. D'ailleurs, les gens vivaient en noir et blanc aussi. Ah Non, ouais, c'est fou Visconti, ça. il va créer ce mouvement cinématographique italien qui est fondamentalement de gauche et le néoréalisme italien, à l'instar du réalisme français dans les romans par exemple de Zola, va vraiment se concentrer sur la vie des gens, ce qui est important en fait. Et la vie des gens, c'est quoi? C'est la vie des gens du quotidien, c'est-à-dire les pauvres ou les gens de la classe moyenne, donc les gens lambda comme vous et moi, monsieur et madame tout le monde. Et ça, ce mouvement et les films qui en découlent s'attardent à décrire le quotidien, les problèmes, les petits ou moyens ou gros problèmes des vrais gens. Voilà. On C'est n'est pas rigolo sur... qu'un fils de très grand noble italien, riche héritier, et tout d'un coup se dit bon bah je vais aller filmer les prolos du coin pour C'est raconter ça. leur vie. Et C'est une belle démarche. c'est une belle démarche et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, le réalisme italien, donc, comme vous pouvez le convenir et le comprendre avec ce que je vous raconte, c'est vraiment un mouvement de gauche qui s'attarde vraiment à décrire la vie des gens, en fait, des pauvres, généralement. Et en utilisant, par exemple, des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels, en filmant directement dans la rue les gens et qui sortent des studios, en fait. On sort des studios, on sort des acteurs professionnels et on filme des vrais gens dans la rue. Ça, c'est très intéressant. Ça Une permet sorte de d'avoir des super reportage films. un peu, C'est pas des presque. reportages, mais Et ça s'attache parce un peu que à ça, là, ça doit avoir un peu une influence du documentaire, bah, bah, comme tu dis, revenir au réalisme, ouais. ça a pour but quand même de raconter un scénario, mais par exemple, dans le deuxième film de Visconti, il me semble, c'est La Terre tremble, et Visconti va filmer des vrais pêcheurs dans leur village en Sicile qui ont subi un tremblement de terre. Voilà. Et ça, c'est passionnant. Donc après, comme vous voyez sur la diapo, il y a aussi deux autres, par exemple, deux autres auteurs très connus qui sont De Sica à gauche et Rossellini à droite. Donc De Sica qui a fait Voleur de bicyclette et Rossellini Rome, ville ouverte, qui sont de très grands auteurs de cinéma italien et qui sont très reconnus, peut-être même plus que Visconti sur certains aspects. Je peux passer à la diapo suivante, Mathis, s'il te plaît. Donc Visconti, en fait, sa carrière, elle se sépare en deux parties. Et ça, on le voit bien avec les thèmes récurrents. Comme je vous ai dit, dans un premier temps, il est dans sa partie qui est le néoréalisme. Il a en partie fondé, où il va s'attarder vraiment à décrire la vraie vie, les drames quotidiens des gens lambda. Et dans un deuxième temps, il va petit à petit parler d'autres thèmes, qui sont la décadence des civilisations, mais aussi des hommes, la solitude et évidemment la mort. Et souvent, il va faire ça avec... c'est un peu ça, Stop ouais. juste un petit peu. Il y a Ouais, Bram j'ai vu Stoker le... qui parle de la Ouais, haine. c'est un peu pareil, quoi. Bah, de toute façon, aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Tourner là où se passe et sortir des studios. C'est un truc, par exemple, que les Marvel ne savent pas faire, puisque tout est fait sur fond vert, quoi. Voilà. Petite tacle, la Ouais, ouais, claque. ça. Donc, dans la deuxième partie de la carrière, où je vous ai dit, il va s'attarder à décrire d'autres choses, et surtout, il va réaliser ça en faisant beaucoup de fresques historiques très longues, des films très longs, qui Est-ce qu'il sont... utilise beaucoup du plan séquence ou
We Cut plus. Ben, on va dire que c'est pas archi-cuté, il y a des plans séquences, oui, évidemment, on en verra un tout à l'heure dans un extrait que j'ai choisi, des films. Bien. Il y a des plans séquences, il y a beaucoup de plans fixes. On n'est pas sur de l'action, on est là pour décrire justement la décadence, la solitude, la mort. Et on fait pas ça c'est des choses, on va dire, un peu plus qui prennent du temps. Voilà. Je peux passer à la suite, s'il te plaît, Mathis. Voilà. Donc, je vais parler de 3 films. Donc, bon, je vais vous donner une mission. C'est de ces 3 films. 3 là. Alors, c'est mes 3 films préférés de Visconti. Enfin, alors, voilà, je décide de parler de Visconti, autant rendre ça crédible en Oui. parlant de mes préférés. Donc, je vous donne une mission, ce serait d'essayer de les voir. Alors, je sais, ça va être compliqué. Certains sont un peu compliqués à trouver, par exemple. Mais au moins, l'un de ces 3, il est disponible sur Netflix. Bon, pour globalement tout le monde à Netflix, donc foncez le voir. On en parlera en temps et en heure, et vous verrez que c'est un grand film. Et de toute façon, les 3 films sont de très très grands films. Voilà. Donc, je vous Ok, on arrête encourage. la chronique, je vais aller voir le film. Je vous encourage, tous les spectateurs et vous deux aussi, mes chers co-animateurs, et évidemment Mathis à la régie, à regarder ces films qui sont excellents. Donc on va pouvoir passer sur le premier film, je pense, Peut-être. qui est Nuit Blanche. Voilà, Nuit Blanche. Alors ce film, je l'aime d'amour. C'est un film, je l'ai vu pendant le confinement, je m'en souviens, le premier. Et je l'ai vu, et puis il m'avait pas trop marqué que ça, et au fur et à mesure du temps, en fait, Ça te revient à l'esprit. ce film a super bien vieilli et aujourd'hui, je pense que c'est un de mes films préférés de tous les films que j'ai vus confondus. Alors que à mon premier visionnage, je l'ai trouvé très bien, mais sans plus. Et aujourd'hui, quand je pense à ce film, là, je parle de ce film, j'ai des frissons parce que il est d'une beauté formelle, d'une beauté dans son thème, dans tout ce qu'il apporte et dans son traitement qui est magnifique et qui me plaît beaucoup. Donc en gros, pour résumer, c'est l'adaptation d'un roman de Dostoïevski qui s'appelle aussi Nuit Blanche. Et Dostoïevski il est russe, ça se passe en Russie. Là, Nuit Blanche de Visconti. Visconti c'est un italien, ça se passe en Italie. Alors comme bon, ça s'attarde plutôt à sa première partie, comme j'ai dit dans sa première partie de sa cinématographie, qui se passe donc plutôt sur la vraie vie des vrais gens, quoi. C'est ça. Et en gros, ici, on suivra Mario, donc qui est le personnage principal, incarné par Est-ce qu'il est Marc. plombier? Non, pardon. Dommage. Qui est incarné par Marcello Mastroianni, un grand acteur aussi, et qui, en fait, n'arrive pas à dormir la nuit, qui s'emmerde, et qui sort dans la rue, qui marche, et un jour, il va tomber sur cette fille. Donc, le film est divisé en 3 nuits, et la première nuit, il rencontre cette fille, qui lui raconte en fait qu'elle attend à un pont l'homme de sa vie qui, un an avant, est parti et l'a abandonné, lui a dit « Attends-moi là, je reviendrai dans un an ». Et là, ça fait un an, et elle l'attend, et il n'arrive pas. Et Marcello Mastroianni, enfin le personnage de Marcello Mastroianni, Mario, bon bah, la fille est jolie, il est intrigué, et il tombe petit à petit amoureux d'elle. Et il essaie de la draguer, voilà. Et ce qui est assez touchant, c'est qu'en fait, il se dit, bon, l'autre c'est un mec, il a eu ce qu'il voulait, bon, il s'est barré, il va jamais revenir. Du coup, il lui dit, ne l'attends pas, moi je suis là, mais il va jamais revenir, l'autre. Et bref, la fin est terrible, et je pense que un certain G.R.R. Martin, quand il utilise le mot doux amer pour parler de la fin de sa série Game of Thrones, il devrait avoir vu ce film pour savoir ce que ça veut dire vraiment doux amer. Voilà, c'est petite tacle aussi. J'ai un peu pensé comment tu le décris à presque un opéra ou une pièce de théâtre, t'en parlais tout à l'heure, et du fait que même sur l'image que tu nous as montrée, c'est une image qui est cadrée mais qui est fixe, c'est les personnages sont là pour la scène, on est sur un truc d'opéra, de représentation. En plus, t'as dit en 3 actes, c'est vraiment moi j'aime beaucoup les films qui sont comme ça où t'as vraiment des actes pertinents et tu retrouves tout un langage de l'opéra, du théâtre où t'as du temps qui passe entre les actes. C'est vrai. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, je vous disais que les films de la première partie de sa filmographie
était filmé en extérieur, etc. Celui-là, il fait exception. Il est purement filmé en studio pour en fait donner un effet un petit peu onirique à l'image, où il y a toujours un petit peu de fumée, un petit peu de... On ne sait pas si c'est un rêve, parce qu'en fait ça se passe la nuit. Marcello Mastroianni, son personnage, il se promène, il se balade, et on ne sait pas s'il rêve, on sait pas si... enfin, on sait qu'il rêve pas, mais il y a cette atmosphère brumeuse, cette atmosphère vraiment de solitude qui entoure vraiment ces deux personnages, et c'est magnifique. Et je peux que vous conseiller de regarder ce film parce que toute l'ambiance qui en découle, toute cette relation qui se crée entre ces deux personnages est magnifique. Et Mathis, j'aimerais que tu nous montres l'extrait, si possible, Nuit Blanche, qui s'appelle, voilà, dans ce que je t'ai envoyé. Et j'aimerais qu'on regarde donc cet extrait et que vous me dites après ce que vous en pensez. Ma nonna, la tiene appuntata con lo spillo. I miei genitori al contrario, via. Via, fuori. Da bambino in collegio. Poi sempre dai parenti di qua e di là perché, sai, caso una bocca di più pesava. Alors, il n'y a pas de sous-titres, pardon en italien, vous ne comprenez pas, mais tout est très facilement compréhensible avec le contexte de la scène. Ci si conosce e ci si separa. E poi si ricomincia. Ouais, ça Prima io déshabille. credevo che questo fosse il bello della vita. Ora sarà che incomincio a invecchiare, ma non mi piace più. Vorrei avere degli amici, ma sempre gli stessi. Qualcuno... La sera, quando esco dall'ufficio, non vengo più in posti come questi. Mi piace andare in giro solo, pensare, fantasticare. Allora anche lei è un sognatore. Sa com'è? La fantasia bolle come l'acqua in una caffettiera. Sì, ma è un errore. Si finisce col credere che ci sia qualcosa di vivo, di tangibile anche nei sogni. E si trascura la vita, capisce? La realtà. Questa realtà qui. Balliamo? No, Sì. io non so ballare. Ma non importa, proviamo. Ma neanche io sono capace di... Ma proviamo, su. Proviamo noi adesso. Sì, proviamo. Il a l'air bien coincé du cul quand même.
Il se la joue. Bon, Ok. voilà. Donc voilà. Donc vous aurez remarqué une chose, c'est qu'on est en Italie dans les années 50. Je vous ai pas dit, le film est sorti en 52, il me semble. Donc on est dans les années 50, et vous remarquerez quoi? Que les Italiens, ils dansent sur du rock and roll et ils dansent le rock sur de la musique américaine. Voilà. Donc ça permet de remettre un peu dans le contexte. Maintenant, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti, parce que je vous ai entendu rigoler. C'est une battle de break de hip-hop avant l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Bastien, qu'est-ce que toi, Ouais, non, t'en mais as... c'est aussi l'avantage du cinéma. Enfin, j'aurais beaucoup voulu voir tu sais, quand c'est en noir et blanc, ça fait vraiment un effet, quand même quand tu fais de la photo, que tu un effet noir et blanc ou pas, et de Mhm. tous les trucs. Et c'est un peu, on va pas dire surjoué, mais chacun, tu comprends là sur la situation que tu nous as montrée. On a très vite compris qui les enjeux de quoi. Voilà, exactement. Et ça, c'est génial que t'en parles, parce qu'en fait, alors, si vous me demandez, je pense que cette scène, c'est peut-être la scène de tous les films que j'ai vus que je préfère. Clairement, je pense que je peux la revoir en boucle. Je rigolerai toujours au moment où c'est drôle. Je trouverai ça toujours touchant ce qui se passe, en fait, ce qu'on voit sur cette scène. Parce on comprend directement, en fait, il n'y a pas besoin de, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de comprendre les dialogues. On comprend ce qui se passe. On comprend que le mec, il drague la fille, voilà. C'est d'ailleurs, on comprend aussi qu'elle a l'air pas très intéressée, mais Ouais. que, tu vois. Et en fait, C'est pas mal, hein. C'est une bonne, comment dire, c'est pas mal de nous avoir dit, oh bon, bah les couilles des dialogues, de pas avoir mis les sous-titres parce que sinon on se serait attaché aux sous-titres. exactement. Là, vous Et comprenez en fait que. Et là, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a vu aussi cette scène? On a vu quoi? C'est que Mario, il veut draguer donc Natalia, et qu'elle, elle est pas très réceptive. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait tout le long de la scène, messieurs? Qu'est-ce qu'elle fait? ouais, c'est excuse un peu. Non, 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 pas là. Mais Et qu'est-ce elle qu'elle fait? danse volontiers Elle, avec d'autres personnages. elle danse, elle se marre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est Oui. que lui, il tire la gueule à chaque fois qu'elle est pas avec lui. Et sinon, elle se marre. Elle n'arrête pas de se marrer. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça nous montre quoi? Ça nous montre en fait un peu la vie que tout le monde a, enfin, une situation que tout le monde a déjà vécue. C'est-à-dire, vous êtes intéressé par une personne et cette personne, en fait, pas qu'elle vous aime pas, mais elle est pas là pour ça. Et elle est là pour s'amuser. Et vous, quelqu'un d'autre, perd son temps en fait à absolument vouloir draguer la personne alors que ça ne marche pas et au final quitte à passer une soirée de merde en fait. Et là on voit bien, là par exemple là il fait la gueule, il fait la gueule quand il danse avec l'autre fille, etc. Il est jaloux, on sent bien qu'il est jaloux qu'elle danse avec quelqu'un d'autre. Donc Il pour Ah, les, est la en focus jalousie. sur ça. pour les kikujap du chat ou d'autres, je vous conseille aussi un autre film. Donc cette fois-ci, c'est un film d'animation japonais qui traite à peu près du même sujet, qui est excellent, qui s'appelle Night is Short, Walk On Girl de Masaaki Yuasa. Voilà. C'est le même thème et c'est vraiment génial. C'est la même chose. C'est un mec qui veut draguer une fille et la fille, elle s'en fiche. Et lui, il passe une soirée de merde et elle se marre, vit sa meilleure vie et lui, il passe une soirée de merde parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de la draguer. Et c'est de la choper et ça marche pas en fait. Et ça, je Ah, trouve ça génial. Et mais là, c'est on rigolo parce comprend qu'il veut tout la en fait. choper, mais en même temps, il sait pas quoi. Genre, il se bourre, il est coincé du cul. Eh bien oui, mais c'est ça qui est génial. Bon, tu vois bien, il sait pas danser, mais en fait, sa fierté de coq un peu. Il est là, Oui. moi, Oui, je veux. clairement, Voilà. Et là, en c'est fait, tout se voit en fait. Et au-delà de ça aussi, comme je vous disais, je vous parlais du cinéma qui s'attarde sur la vraie vie des vrais gens. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une foule en fait qui danse, une foule d'Italiens qui dansent dans un bar dans les années 50. Donc comme je vous ai dit, il y a de la musique américaine parce que bon, bah, c'est l'après-guerre, c'est fini, il n'y a plus de trop, enfin c'est l'hégémonie américaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi
On a aussi la mise en scène, en fait, où il y a très peu de coupures. Qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de plans d'ensemble, beaucoup de plans moyens ou de plans américains. On filme cette scène on filme cette scène de danse comme elle doit être filmée, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui créent une sensation de foule. Et là, on le sent. Regardez, même s'ils sont ensemble, même si on les voit filmer ensemble, on sent que c'est une scène qui pourrait être réelle. D'où le néo-réalisme italien. Voilà. Oui, oui. Donc on Non, peut mais passer sur le film suivant. Voilà. Donc j'encourage clairement à regarder Nuit Blanche, c'est magnifique et c'est super. Voilà. Cette scène est magnifique aussi. Elle est très drôle. Donc Le Guépard. Le Guépard qui est donc le film suivant. oui. Donc, Bastien, je te l'ai montré déjà, tu l'as déjà vu. Donc c'est ce Oui, film-là oui, qui est mais disponible sur Netflix. Je vous le faut que j'aille le conseille. revoir parce que ses couleurs m'avaient beaucoup marqué. Il est magnifique, vous voyez, les Ah, vous couleurs sont me teasez. magnifiques. Donc là, on passe directement dans la suite, la deuxième partie de la filmographie de Visconti, où on s'attarde en grande partie sur des fresques historiques. Et particulièrement sur ce personnage-là qu'on voit au centre de l'image, enfin au centre, mais qu'on comprend que c'est lui le personnage principal, qui est le prince Fabrizio di Salina. Donc là, on s'attarde sur une période, donc c'est l'adaptation d'un livre, Le Guépard, d'un auteur italien que là j'ai perdu le nom, c'est Tomasi di Lampedusa. Le Guépard, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, il court vite, en effet. Donc le Guépard, c'est le personnage Comme un nain. principal qui est joué par... putain, j'ai oublié l'acteur, bon, ça reviendra. Et donc, on suit donc ce personnage principal, cette famille, et sa famille, et on les suit à travers la révolution de Garibaldi en Italie, et on suit en fait le passage Voilà, du monde de la noblesse italienne à celle de la de la réunification de République, l'Italie. de la De la République et de réunification. la réunification de l'Italie, exactement. Et c'est magnifique parce qu'on suit en fait les réflexions de ce personnage et de sa famille sur comment faire pour conserver en fait leur pouvoir, exactement, en grande partie, mais aussi rester dans l'air du temps, en fait. C'est ça qui est un peu intéressant, et il y a une réflexion très intéressante qui est amenée par le neveu de ce personnage, Tancredi, qui est aussi joué par Alain Delon. Le but étant, en fait, pour que rien ne change, il faut que tout change. Et voilà, c'est la réflexion un peu du film, et c'est magnifique, et je vous encourage à voir ce film pour toutes ses qualités. Déjà, la beauté de ses couleurs, c'est magnifique. Bastien, tu peux en témoigner. Et Mais c'est les aussi le films jeu de cette d'acteur. époque, c'est Exact. vraiment Burt comme Lancaster, voilà, le nom m'est revenu. Burt Lancaster qui joue le prince Salina, qui aurait inspiré un certain Vito Corleone dans un sous-film de Francis Ford Coppola qui s'appelle Le Parrain, je crois. Bon, pas très intéressant. Vous voyez, c'est un film qui a pas eu beaucoup de non, qui a pas trop d'influence, quoi. révolutionné le truc, quoi. Voilà, exactement. Et donc, très clairement, on est sur un grand film. Et on va regarder un petit... Genre, j'ai 2 extraits pour ce film. On va regarder un petit extrait rapidement pour faire une redite de ce qu'on a vu sur la première partie. Et ensuite, on passera à un autre extrait. Tu peux mettre l'extrait numéro 1, s'il te plaît. Fait plaisir. Oh oui. Arrêtez avec tous les films gris, mettez-nous de la couleur. Voilà, c'est beau, c'est éclatant. C'est pompeux. Ah, intéressant. Voilà, faites-nous des costumes, filmez pas sur fond blanc, sur fond vert. Des milliers de costumes, des milliers de gens. Et là, la suite, c'est pas vraiment intéressant. Moi, ce qui Ah oui, m'intéressait, lui. c'est vraiment vous montrer. Voilà, on peut voir ici le personnage de Alain Delon et de Claudia Cardinal, donc qui c'est l'histoire d'amour au centre un peu du récit aussi. Donc là, vous voyez clairement les couleurs chaudes, ça rayonne. Et pour revenir sur ce que je disais sur Nuit Blanche, là, on a aussi ce sentiment de foule. On a tous ces gens et on perd nos amoureux en fait dans la foule. On les voit danser au début. Alors, on a loupé le début de la scène,
malheureusement, mais on les voit danser et arriver dans la foule, on les perd petit à petit à force de danser. Et ça, c'est beau aussi. Et ça montre un petit peu aussi ce que je disais, la vraie vie en fait. La vraie vie, c'est pas juste les gens qu'on filme juste à côté. Non, il y a des gens, il y a plein de gens en fait. Il y a des foules. Et ça, c'est génial. Dans la Euh, vraie vie, tu es filmé? non, mais Ah oui, t'as compris. regarde, là, t'as Oui. une caméra, Joshua. Je sais pas si tu le sais, mais Où t'es en ça? direct Où en ça? fait. T'es en Tu peux direct montrer sur une émission l'extrait Twitch. numéro 2, Une s'il te émise plaît? quoi? Non, mais tu sais, c'est la télé pour les vieux, pour les jeunes. Ah. De 35. Ça me rappelle des trucs, ça. Oh là là. On rappelle que t'as battu. Et ouais. Le Trabas, c'est très stylé au cinéma, c'est ça le problème. Ah oui. Tu vas avoir une image magnifique là qui va arriver dans quelques secondes. Regardez-moi ce jeu d'ombre et lumière avec la fumée. C'est pas magnifique? Ah si. Très très classe. Il faut avoir une très bonne caméra pour faire ça. Ça, Parce que là, les noirs ressortent noirs. est-ce Quel que tu peux calme. mettre sur pause, s'il te plaît, Mathis? Parfait, merci beaucoup. Donc là, pour moi, c'est quelque chose, la marque des grands metteurs en scène, c'est dire quelque chose sans le montrer. Là, je vais vous demander une question. Donc, on n'a pas répété, hein, donc vous allez me dire à chaud, à quoi songe ce personnage? Il ne l'a pas, enfin, montrer quelque chose sans le dire, c'est ça plutôt que je voulais dire. À quoi pense ce personnage? Pour moi, il regardait un tableau avec quelqu'un qui est en train de mourir. Et donc, comme tu nous parlais de pouvoir et tout, peut-être qu'il est en train de penser au pouvoir qu'il est en train de glisser entre ses mains. Peut-être c'est comme ça que j'interprète le truc. Toi, Bastien, à quoi tu penses? Je pense, j'ai vu le film avant. Il me semble que pour moi, ce tableau fait clairement le parallèle avec le personnage lui-même. Que c'est le tableau est une personnification de ce vieux comte, enfin un baron sicilien C'est un qui, principe, mais ouais, enfin qui perd son pouvoir et qui comprend plus rien et que dont là la jeune fille qui arrive et en fait la nouvelle génération et lui il préfère, bah, il comprend rien à ce nouveau monde et donc il meurt petit à petit. mourir, exactement. C'est exactement à ça que je voulais en venir. On comprend bien avec ça, en fait, que le personnage, il pense à sa propre mort et qu'il pense à la suite des choses, au nouveau monde, et qu'il perd, ce que tu disais, Joshua, il perd aussi son pouvoir. En fait, par rapport à la prochaine génération qui arrive. Tu peux relancer la suite de l'extrait, qui est très court. Buonasera, Angelica. Angelica ti voleva salutare. Perché te ne stai qui solo? Ma che cosa guardi? Corteggi la morte? Et voilà, tu courtises la mort. Donc là, Angelica, on le comprend et on nous le dit après. sei proprio uno splendore. Strano, non ti pare che Don Diego si tenga questa scena malinconica sempre davanti agli occhi? Ma zio, Allora, se Don Diego entra in Caris. questa biblioteca una volta all'anno è un vero miracolo. Sì, certo, hai ragione. Mi chiedo se la mia morte sarà come questa.
Je vous le dis, c'est Voilà, mon film c'est mon film préféré. Je l'aime d'amour, ce film, comme Nuit Blanche. D'ailleurs, je pense que c'est mes 2 films préférés du même réalisateur. Donc, comme quoi, il y a des réalisateurs qui ont des fulgurances et qui vous touchent vraiment au fond, enfin, à votre âme, quoi. le Guépard, c'est vraiment. Ah, le Guépard est magnifique. Enfin, je peux que vous conseiller de regarder ce film parce que il est beau visuellement, plastiquement. La mise en scène est magnifique. On comprend tout ce qui se passe. Alors, c'est une fresque historique qui dure 3 heures. C'est long, 3 heures, je comprends, Oh, mais et encore, ça passe bien vite. Hein. mais ça passe super vite, on les voit pas passer ces 3 heures. Et songez au fait que des fois, les gens regardent des séries, des animés ou quoi pendant 3 heures et qu'ils ne voient pas le temps passer. Et là, c'est la même chose, on voit vraiment pas le temps passer sur ce film. 3 heures, c'est magnifique, le scénario est super, les acteurs sont géniaux. Claudia Cardinal, Alain Delon, Burt Lancaster, pour citer les 3 acteurs principaux. Burt Lancaster est vraiment très très bon Voilà, dans son excellent rôle du vieux prince, exactement. Du vieux prince qui ne comprend plus ce nouveau monde et qui veut C'est juste ça. qu'on le laisse tranquille, tout en gardant son pouvoir. C'est ça. C'est magnifique et je vous conseille vraiment ce film qui est beau et la fin est magnifique Regardez-moi aussi. cette vignette. Moi, j'ai Voilà. envie de Déjà, regardez-moi elle est trop la belle. couleur qui sort, les couleurs chaudes, etc. Enfin, C'est c'est chaud et puis jaune. l'extérieur est l'extérieur est blanc, bleu. T'as vraiment du contraste. T'es plus sur des. Moi, j'avais vu ça là, à part t'es à la con, mais que maintenant les films étaient beaucoup plus gris avec des trucs comparés à dans les années 50. Après, oui, Claudia, Florent, t'as bien raison, Claudia la plus belle. Après, enfin, il y a aussi, comment dire, il y a un parti pris esthétique aussi à faire. Hein. Ouais, Ah quand oui, Ridley bah, Scott fait ses films en noir et blanc, enfin ses films en gris, voilà, c'est un parti pris. Moi, j'adore Ridley Scott. On n'est plus sur Ridley Scott là, on est sur Visconti, Le Guépard, et voilà. Donc là, vraiment, les couleurs sont c'est le magnifiques. fast. Il y a, voilà, il y a une scène au tout début du film où on voit le palais tout en jaune et en arrière-plan, on voit la mer qui est en bleu. Enfin, bref, c'est magnifique. La couleur est très belle. Les dialogues, enfin, tout est génial. Et même le scénario, les réflexions que ça apporte, c'est très intéressant. Je vous encourage aussi à lire le livre de Tomassi Lampedusa qui est génial et qui est du même niveau que le film. Je ne saurais pas vous dire ce que je préfère entre le livre et le film. Je pense que c'est 2 œuvres que je trouve magnifiques et que je trouve d'une qualité égale, quoi. Une fulgurance. Ouais, très bien. On peut passer sur le 3e film et sur la suite. Ah non, pardon. Il y a une petite pause. Je fais une petite pause et je vais parler de la tétralogie pour introduire le dernier film que je vous parlais, qui sera Ludwig. Voilà. Donc la tétralogie, c'est quoi? C'est un ensemble d'œuvres que voulait faire Visconti, qu'il n'a pas eu le temps de faire à cause des soucis de santé. Et il a réalisé que 3 films sur les 4 qui sont censés réaliser une tétralogie. Allez, quand on utilise le mot tétralogie, c'est pas anodin. C'est clairement une référence à Wagner et à sa tétralogie qui c'est l'anneau du Saison. Comment? Ah non. Non. L'anneau du... Non, ça c'est Vivaldi. Ah oui, La tétralogie de Wagner, c'est un opéra qui dure environ 14 heures et c'est séparé en 4 petits opéras. Donc c'est L'Or du Rhin, Le Crépuscule des Dieux, bon, je sais plus les autres, mais voilà, donc Wagner. Ouais. Et fais-nous une chronique sur Wagner à un moment. Moi, avec plaisir, mais j'y compte. Wagner, j'adore, c'est un des artistes les plus importants, je pense, du 19e siècle, qui aura un impact, comme tu en parlais tout à l'heure, je suis là sur ce que l'Allemagne deviendra au cours du 20e siècle. Wagner y est pour grand-chose, en bien comme en mal, surtout en mal, malheureusement. Mais c'est quand même un immense artiste et un grand artiste, très grand artiste. Et donc là, on voit pas parce qu'il y a nos têtes, mais on parlera aussi rapidement dans le thème de la tétralogie de Thomas Mann et de l'adaptation de Mort à Venise, qui sont le 2e film de la tétralogie de Visconti. Donc comme je l'ai dit, quand Visconti dit qui fait une tétralogie, c'est clairement une référence à Wagner. Donc voilà, Thomas Mann, c'est aussi le mec qui a écrit La Montagne Magique. Alors je vous le montre parce que c'est un livre que je suis en train de lire. Voilà, 1100 pages, c'est quand même un beau bébé. Ça va, hein. Regarde, hop. Hein. Moi,
moi aussi, je dois lire des trucs. Hein. Oh, c'est pas une taille, c'est pas la taille qui compte. Hein. Si. Si, Non, la en vrai. taille, ça compte beaucoup. Et donc, Wagner, Thomas Mann, le thème central de leurs œuvres, c'est la décadence des hommes et la décadence des civilisations des époques. Et Visconti, avec ces 3 films, avec sa propre tétralogie, c'est ce qu'il veut faire une chronique de son temps. Et avec Les Damnés, qui est l'histoire d'une grande famille d'industriels lors de la montée au pouvoir de l'Allemagne nazie. Voilà, on en parlait. Mort à Venise, qui est l'histoire d'un grand musicien qui va tomber amoureux d'un jeune homme à Venise, voilà, mort à Venise, et qui mourra malheureusement dans ce film. Je crois que c'est un film beaucoup plus lent que les 2 autres. Je ne vous le conseille pas forcément pour commencer dans la carrière de Visconti, même moi-même j'ai eu beaucoup de mal à voir ce film, qui est très sympa, mais c'est pas son meilleur à mon avis. Et Ludwig, comment dire, c'est le premier film de Visconti que j'ai vu. 3h30, hein. On est 3h30. Selon la version, on est à 4 heures de film. Hein. Ah ouais. C'est Oh, énorme. petit après-midi, quoi. Énorme. Voilà. On est sur une grosse après-midi. Ludwig, le crépuscule des dieux, qui est le sous-titre français, qui n'est pas dans la version originale, et qui s'attarde à décrire la vie de Ludwig II de Bavière, qui est un prince de Bavière, qui est le roi de la Bavière. Je peux passer à la suite, donc juste histoire 2. Voilà, donc vous voyez déjà cette image magnifique. Hein. Voilà. Donc Ludwig, Louis, hein, je vais peut-être l'appeler Louis des fois parce que Ludwig c'est chiant, c'est pas ma langue. Ludwig, c'est un roi de Bavière et on va suivre son histoire de son couronnement jusqu'à sa mort dans des circonstances plus ou moins suspectes. Et en fait, c'est un roi qui est fantasque, on va pouvoir dire. Ah, The Irishman, je l'ai pas vu, je sais pas combien de temps il dure. Et Je peux te dire ça. Ludwig, en gros, c'est un roi de Bavière, voilà, qui est très fantasque et qui, en fait, est fan d'art, d'architecture, de poésie, et particulièrement de musique et de la poésie de Richard Wagner. Voilà, donc on fait une tétralogie. Visconti fait la tétralogie inspirée de celle de Wagner, et il ajoute le personnage de Wagner dans son œuvre. Voilà, je trouve ça assez beau, je trouve que c'est un très bel hommage. Bon, malheureusement, Wagner, c'était pas forcément la personne la plus sympathique au monde, et on le comprend bien vite dans ce film, parce qu'il profitera beaucoup de ce petit Ludwig qui est tellement fan de lui qu'il est prêt à tout, même à lui construire un immense palais en tant qu'opéra. Voilà. D'où viendra aujourd'hui encore, on peut assister à ce qu'on appelle le festival de Bayreuth en Bavière, et c'est dû à ce prince, à ce roi-là. D'accord. Ludwig. J'en avais entendu parler du festival. Ouais. Donc, ce film est génial, et c'est l'avant-dernier film de Visconti, et je peux montrer l'extrait numéro 1, s'il te plaît, Mathis. Non respiri con me i teneri profumi della notte. Oh, con quanta dolcezza carezzano l'essere nostro. Misteriosi vengono a noi nell'aria e nessuna domanda mi sale più alle labbra se mi abbandono al loro incanto. Ugual magia mi ha legato a te, mia cara, il giorno in cui il mio sguardo si posò su te la prima volta. Seppi cioè che non avrei più domande senza risposta. I miei occhi ti avevano veduta, il mio cuore aveva capito. Vedi, Sans pas, la s'il te plaît. poesia mi piace. Qu'est-ce que vous ressentez là? Vous voyez Pourquoi cette les ambiance. Allemands parlent italien? Si c'est pas en alexandrin ou un truc comme ça, c'est. La forêt, la neige, la forêt enneigée, la nuit. Ludwig qui déclame de la poésie, la musique de Wagner en fond. Pour vous, est-ce que c'est vraiment du réalisme là? Est-ce qu'on est sur ce qu'on appelle du néoréalisme? Est-ce que pour vous c'est du néoréalisme Non, italien? ça a changé un peu. Il a évolué. Non, On est clairement plus Mais- là-dessus. Ouais, on est plus sur du romantisme là, sur cette Exactement, séquence. c'est ça que je veux venir. De toute façon, C'est Wagner bon, est un grand et le prince Oui, des un romantiques grand. d'une certaine manière, voilà. Et Des romantiques allemands, tout du moins. exactement. Et donc on est quasiment dans du romantisme, voilà. Mais attention,
on n'est pas forcément à fond dedans. Tu peux lancer la suite, s'il te Sì, plaît. la capisco. Non sento la mancanza della musica. Ma la poesia di Wagner vale per la sua musica e la sua musica vale per la sua poesia. L'una non può esistere senza l'altra e da questa portentosa fusione nasce un nuovo linguaggio che riesce a farsi intendere da tutti quanti, in ogni parte del mondo, da tutti quanti. Un linguaggio che può anche divulgare le idee. Io non so spiegarmi, però io so che il regalo più grande che si possa fare al popolo è quello di arricchire il suo spirito. Mon cousin, che cosa vuoi fare della tua Baviera? Una nazione di musicisti? Vuoi prendermi in giro? Sono cose importanti, almeno per me. A Wagner io debbo il coraggio e la fede, diciamo, di poter fare qualcosa nella vita, di poter essere utile a qualcuno nel mondo, sia pure nel modesto ruolo di intermediario. Debbo tutto ciò a lui, come debbo a te. Cos'è che mi devi? Ti devo la felicità di questi ultimi giorni, passati aspettando il momento di rivederti. Una così pura, completa felicità. Prometti di aiutarmi sempre, di non abbandonarmi. Vuoi? D'accordo. Sei un bambino, Ludwig. Anche un po' pazzo. Lo siamo tutti in famiglia, me compresa. Io ne sono convinta. Prometti che non mi lascerai mai. Solo questo, che potrò vederti se avrò bisogno di te, anche solo un momento. Ma un momento che sia mio soltanto. D'accordo. Sebbene non vedo come ciò possa avvenire dal momento che tu stai a Monaco e io a Vienna. Ti raggiungerò dovunque tu sia. Anche se non vieni mai a trovarmi, io so che vai spesso a Posenhofen. Vero? E d'ora in avanti, senti, ma io so quando tu devi venire. Per il Tristano di Wagner. L'opera che abbiamo deciso di mettere in scena. Sono 6 anni che aspetta. La farò rappresentare io, gliel'ho promesso. Tu devi vederla. È meravigliosa. Riuscirai a capire tutto ciò che ho cercato di dirti. E ti farà capire anche me. E che cosa mi è successo in questi pochi giorni. Poi starai un momento con me. E mi dirai solo: ho capito. Sai dove ti aspetterò? Ti rammenti 5 anni fa? L'isola delle rose. La bandiera alta sul pennone significa t'aspetto. Te lo ricordi? Vieni. Devi promettermelo. Tristano è come un oceano di armoniosi suoni nel quale si sprofonda come in un abbraccio. Voilà, un océan d'harmonie aussi profond qu'une étreinte. Bon, pour couper un petit peu, on voit bien dans cette séance qu'en fait, le romantique, c'est pas le film, c'est pas Visconti. Le romantique, c'est Ludwig. C'est un utopiste, candide. Et on voit bien que sa cousine, Sissi l'impératrice, jouée par Romy Schneider, elle est pas forcément d'accord avec lui. On sent qu'elle se moque un peu de lui et que, comme elle dit, ah, tu veux faire de la Bavière une nation de musiciens. Visconti, il met en scène Ludwig comme étant le romantique. C'est pas du romantisme. Et c'est ça la différence. Et moi, je trouve ça magnifique dans cette scène. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça beau. On comprend en fait que le personnage de Ludwig, c'est un idéaliste, c'est un romantique. On le voit, on le sent. C'est un romantique. Oui, Ah oui, à fond. Ça déborde. Exactement. Et donc bon, le personnage est beaucoup plus compliqué qu'il ne paraît là,
C'était, il était amoureux de sa cousine, donc Sicile l'impératrice, mais c'était aussi et surtout un homosexuel. Et donc, bon, je vais pas vous montrer le deuxième extrait parce que C'est tout le, presque un plan séquence. En vrai. ouais, C'est très bah, bien tourné. toute C'est la, très peu toute coté. la, Ouais. exactement, toute la première partie où il clame toute la poésie de Wagner, c'est un plan séquence. Donc, on est clairement sur du grand film. Voilà, donc je vous montre pas le deuxième extrait qui est moins important, mais qui permet de voir dans le deuxième extrait, rapidement je le décris, la décadence du personnage de Ludwig, qui en fait, à force d'être fantasque, idéaliste et romantique, sombrera dans la folie et dans la décadence du corps. Là, il est beau, frais, il est grand, etc. Les jeunes. Il est jeune et plus les années passent et plus son corps se décompose en fait, et ça se voit très clairement. Et je peux vous dire du coup que je pense que de tous les films que j'ai vus, Helmut Berger, qui joue le prince, le roi Ludwig, c'est probablement la plus belle interprétation que j'ai vue de ma vie. Voilà, très clairement. Je n'arrive pas à penser à Ludwig de Bavière sans penser à ce film et sans penser particulièrement à son interprétation faite par Helmut Berger. Voilà. Donc, on va directement passer à la conclusion parce qu'il se fait tard. Et donc voilà, je vous ai rapidement expliqué pourquoi il faut regarder les films de Visconti pour la mise en avant de grands comédiens. Donc, comme je l'ai dit, on a vu Mastroianni, Delon, Berger, Cardinal, comment elle s'appelle Romy Schneider, voilà, donc que des grands acteurs, que des monuments du cinéma mondial. Aujourd'hui, quand on parle de cinéma, on parle de ces acteurs-là. Quand on parle de comédiens, c'est ces acteurs-là qui sont les plus importants. Avec certains Américains, par exemple Marilyn Monroe, et Fred Astaire et Marlon Brando. Mais Burt Lancaster aussi. Mais voilà, ces acteurs européens, eux, sont peut-être les plus grands comédiens qu'on ait jamais vus. Et ils ont tous tourné avec Visconti. Donc pour la mise en scène, on a bien vu là, avec les extraits que je vous ai montrés, la mise en scène est parfaite, on comprend tout ce qui se passe, pas besoin de nous l'expliquer. La beauté des images aussi, comme on en parlait pour le Guépard, mais là vous avez vu, c'est magnifique, on en redemande, on veut que tous les films soient de cette qualité-là. La puissance des thèmes, comme je vous ai dit, dans un premier temps, le néo-réalisme, puis des thèmes un peu plus profonds, pas un peu plus profonds, mais un peu plus, on va dire, philosophiques, comme par exemple la décadence, la mort, la solitude, etc. Et puis évidemment, l'émotion qu'on ressent, parce que je suis sûr que malgré le fait que vous n'ayez pas vu les films, vous avez vu ces extraits et vous avez quand même ressenti l'émotion que Visconti voulait vous faire ressentir. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que Visconti est un génie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument regarder ces films et les mettre au goût du jour. Voilà. J'en ai fini pour ma chronique et je suis ravi de l'avoir pu la faire enfin chez les chroniques. Voilà. Moi, je suis ravi d'avoir pu l'entendre. Oh, putain. Ça m'a donné envie de le voir, Ludwig. Ça a l'air vraiment très beau. C'est magnifique, clairement, je te le conseille. C'est romantique. Incroyable. Bon. Transition. Attendez, je réfléchis. Ok. Nous étions dans un cinéma qui nous faisait voyager à travers l'histoire. Et cette fois, nous allons parler d'histoire, n'est-ce pas?